risque métastatique et le pouvoir de dissémination est bien sûr grand, donc c'est un des éléments que l'on précise aussi dans les comptes rendus. Ce qui nous amène au troisième stade, après le stade in situ, après l'infiltration locale, vous avez la dissémination métastatique qui en fait la gravité. Alors la tumeur initiale, c'est ce qu'on appelle la tumeur primitive. La métastase, c'est ce qu'on appelle la tumeur secondaire. Quand vous entendez des gens qui disent oh, c'est un carcinome secondaire, ça veut dire c'est probablement métastatique, ce n'est pas la tumeur primitive. Donc ces foyers filles, qui dans notre petit schéma tout à l'heure sont des colonies qui ont été essaimées pour donner une tumeur secondaire, elles s'implantent à distance, elles peuvent être dans un premier temps quiescentes et être activées des années après. Et elles vont former une deuxième tumeur qui peut évoluer pour elle-même, qui est indépendante de la première et qui est donc le foyer secondaire par rapport au foyer primitif. Alors, une métastase, on ne la diagnostique pas toujours après la tumeur primitive. Donc, on va voir pourquoi ça peut être un premier foyer connu, méconnu ou déjà traité. Tous les cas de figure peuvent se présenter. Je ne sais pas si c'est... c'est cette diapositive-là. Vous pouvez arriver en urgence avec une fracture du col du fémur, et c'est la métastase d'un cancer du sein qui va être révélatrice du cancer du sein. Bon. C'est ce qu'on appelle une fracture pathologique. Vous direz toutes, elles ne sont pas physiologiques, mais c'est lié à un tissu fragilisé par la localisation secondaire. Donc vous voyez que la métastase sera révélatrice d'une tumeur primitive qui n'était pas connue avant. Vous pouvez aussi vous présenter avec une tumeur du sein. On vous fait le bilan et on trouve des lésions, par exemple, au niveau de votre hanche. Cette fois, c'est lors du bilan et on découvre pratiquement en même temps la tumeur primitive et déjà son extension. Ou bien vous avez une tumeur, elle est suivie régulièrement, cette tumeur maligne, et puis on vous fait une radio pulmonaire, on découvre un lâcher de ballon, on fait une radiologie osseuse, on vous découvre une extension, donc dans le bilan. Donc tout peut se voir. Et parfois, il n'est pas possible de différencier tumeur primitive de tumeur secondaire. Et parfois, on ne connaîtra que l'extension sans jamais connaître la tumeur primitive. Il y a des gens qui arrivent à des stades très évolués, on ne peut plus trouver la tumeur primitive. La tumeur primitive peut être plus petite que la tumeur secondaire. Ce n'est pas parce que c'est une métastase qu'elle est plus grosse que la tumeur primitive. Il peut y avoir de tout petites tumeurs primitives qu'on n'arrivera jamais à aller chercher, qui ne se révéleront que par des localisations métastatiques. C'est pour que vous voyez que le rapport tumeur primitive, tumeur secondaire est assez compliqué. Alors, dans ces exemples de tumeurs, il y a aussi des tumeurs qui sont synchrones, parce que le tissu est pratiquement le même et elles peuvent s'être développées en même temps. C'est par exemple le cas de certaines tumeurs de l'endomètre et de l'ovaire. Et après, on ne sait plus quelle est la poule et l'œuf, hein, c'est en même temps, donc on dit tumeur synchrone. Alors, comment se passe ce processus métastatique qui était schématisé tout à l'heure? Donc, invasion du vaisseau sanguin à partir de la tumeur primitive, donc du site primaire, passage dans le sang circulant, ça s'arrête soit parce que vous avez des troubles de la coagulation, un bouchon fibrineux qui se fait, et une thrombose, diapédèse à travers la paroi, ça peut rester quiescent, micrométastase, et ça peut proliférer, soit tout de suite, soit à retardement, et ça s'accompagne, comme à chaque fois qu'il y a une prolifération épithéliale, d'une stroma-réaction, hein, réaction de l'hôte, c'est-à-dire cette prolifération non tumorale mais qui accompagne et qui répond et se défend à la fois du cancer. Elle y répond parce qu'il y a des facteurs d'angiogénèse qui sont synthétisés et elle essaye de se défendre notamment par les populations lymphoïdiques qu'elle peut développer. Et l'angiogénèse, elle s'observe déjà des petites colonies de 3 à 4 mm. Alors, le processus métastatique et les voies d'extension, que ce soit lymphatique ou sanguin, c'est exactement le schéma qui est écrit en gras ici. On va donc voir ces voies de dissémination, deux très classiques et une troisième qui existe aussi et qu'il ne faut pas négliger, c'est la voie cavitaire. Alors, je vous ai mis en italique une remarque. À chaque fois qu'on met une aiguille dans un cancer et qu'on la retire,
on peut ensemencer le trajet de ponction. C'est pour ça qu'on a parfois beaucoup de réticence à aller prélever certains types de tumeurs quand on peut s'en passer, parce qu'on peut ensemencer le trajet. Alors, parfois, ce trajet, quand on va faire la chirurgie, on va justement l'enlever. Ça, ce n'est pas des métastases, c'est un ensemencement. C'est de la contamination de passage, mais ça n'a pas valeur de métastase. La voie lymphatique. Alors, c'est une des plus classiques, c'est celle qui va nous donner les ganglions. Donc, c'est la plus fréquente des carcinomes. Vous vous rappelez le cours précédent, on a vu sarcome plutôt par voie hématogène, épithélial plutôt par voie ganglionnaire. Rappelez-vous, de toute façon, cancer du sein, les gens ont un curage. Pourquoi? Parce qu'on commence par aller palper immédiatement sous les selles pour rechercher des ganglions et une atteinte du ganglion sentinelle. Parce que quand ça va passer dans ce réseau lymphatique, le premier endroit qui va être l'organe filtre et qui va essayer d'arrêter, c'est le ganglion. Quand ça arrive dans le sinus périphérique du ganglion, il va essayer de bloquer les choses. Si ce seul ganglion est atteint, c'est le premier, c'est ce qu'on appelle le ganglion de drainage et ce ganglion sentinelle, qui appartient à certains protocoles. C'est-à-dire que si par exemple on opère un cancer, je prends l'exemple du sein d'abord parce que plus d'une femme sur 10 est touchée, donc vous voyez, ça fait, ne serait-ce que dans un amphi, ça fait un certain nombre de femmes ici qui auront un cancer du sein. Donc, oui, c'est la réalité statistique de la santé publique. Hein. Et comme en plus on prend un peu d'âge, c'est pour vous faire dépister quand il en sera temps. Eh bien, justement, on vous fera, pendant que vous dormez, un examen extemporané pour confirmer éventuellement le cancer du sein s'il n'a pas été avant. Et on va donc faire un examen de ce ganglion sentinelle, qu'on peut repérer par des isotopes ou par des colorants biologiques. Si ce ganglion n'est pas envahi, ça veut dire qu'on s'est arrêté avant, on ne va pas faire de curage. C'est quand même très délétère un curage, hein. Ça peut donner des gros bras, enfin bon, c'est pas anodin. Tous ces gestes d'extension de cancérologie, je suis cancérologue avant d'être anapathe, parce que c'est comme ça que ma vie professionnelle s'est organisée, parce que l'anapathe, on ne sait pas trop ce que c'est avant d'en avoir fait un peu. Eh bien, c'était typiquement les lésions délétères que peut faire une thérapeutique qui est trop importante par rapport à l'extension de la tumeur. Donc ces progrès de ganglions sentinelles et de protocole sont importants pour le confort de nos patients. Alors les autres modes, une fois que le ganglion est envahi, bien sûr, toute la chaîne ganglionnaire de drainage, vous allez pouvoir enlever tous ces ganglions, on les analyse, parfois en coupe Serrier, etc. Et vous allez avoir une diffusion dans tout le système lymphatique. On va donc parler de lymphangite carcinomateuse. Vous aurez l'occasion malheureusement d'en voir sur des radios pulmonaires, entre autres dans le cancer du sein, mais pas seulement. Vous avez le réseau lymphatique qui se voit parce qu'il est injecté de cellules tumorales qui gonflent ce réseau lymphatique. Alors, tout ganglion que vous allez pouvoir vous palper dans le creux axillaire ou le creux inguinal n'est bien sûr pas un ganglion métastatique. Ça peut être un gros ganglion réactionnel parce qu'il y a une histiocytose sinusale. C'est-à-dire que dans les sinus de ces lymphatiques se multiplient des histiocytes qui sont réactionnels à une inflammation, à un cancer, à quelque chose qui se passe dans la région. Ce ne sont bien sûr pas, dans ce cas-là, des ganglions tumoraux, mais réactionnels. C'est parfois la bonne surprise de l'anapathe. Extension lymphatique, extension hématogène. Même procédé que pour le passage lymphatique, mais par effraction des parois vasculaires. Là, il y a encore un S qui manque. Alors, la voie lymphatique peut se compliquer d'une voie hématogène. Hein. Vous passez par le canal thoracique et ce qui est dans la circulation lymphatique se retrouve dans la circulation générale. Donc, une voie de dissémination lymphatique importante finit par une voie hématogène. Mais vous pouvez avoir des voies hématogènes seules par pénétration dans les petits vaisseaux. Là aussi, les plus gros organes filtres, ça sera le foie, le poumon, les organes de ce type-là, parce que ce sont eux qui filtrent les grandes quantités de sang. La voie sanguine est commune au sarcome, au carcinome et au mélanome, mais c'est une voie plus préférentielle des sarcomes. Et on va voir les voies de drainage.
En fonction de la tumeur, de l'endroit où elle se trouve, de sa voie de drainage sanguine, vous allez deviner où il va falloir chercher la métastase. Donc, il existe 4 types d'extension hématogène, pulmonaire, hépatique, porte et cave. Donc, on va avoir des exemples de chaque. Le type pulmonaire, imaginons un cancer bronchopulmonaire. Il va arriver dans votre cœur gauche. Et là, il va être essaimé dans tout l'organisme. Donc, ce n'est pas une bonne situation du tout, parce que le type pulmonaire, va y en avoir partout. Alors, le poumon, c'est métastase au surrénal. On peut en avoir partout, mais il y a des organes qui sont beaucoup plus le lieu de métastase que d'autres. Et vous allez avoir des métastases ubiquitaires, on pourrait rajouter la peau, etc. Mais entre autres, le foie, l'encéphale, le rein, les surrénales. Le type pulmonaire, c'est le type des cancers bronchopulmonaires. Maintenant, on prend un cancer du foie. Par les veines sus-hépatiques, il va arriver à votre cœur droit et le premier grand filtre qu'il va rencontrer, c'est le poumon. Donc, vous allez avoir des métastases pulmonaires avant d'avoir des métastases générales. Bien sûr, il y a un moment, le filtre pulmonaire ne fait plus son effet et vous vous retrouvez en extension. Ça finit toujours, si on ne peut rien faire, par une dissémination. Le type cave, c'est ce qui arrive par le système veine cave supérieure, veine cave inférieure, donc le sein, le rein et l'utérus, même topo, ça va passer par le poumon et ensuite tout l'organisme. Et enfin, le système porte, les anciens disaient vena porta porta malorum, c'est le tissu digestif, les cancers du côlon et de l'estomac. Première des choses qu'on va faire, c'est le foie. Donc vous voyez qu'en fonction du type d'organe de début, vous réfléchissez sur votre anatomie, votre voie de diffusion hématogène, et vous allez savoir quel est le premier gros filtre qui va pouvoir arrêter ou être métastatique. Alors vous avez ici des métastases hépatiques. Alors il y en a une qui est grosse et qui se voit bien, mais il y en a plein d'autres petites. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais on peut faire des ablations de métastases. Évidemment que quand il y en a plein, on ne peut pas, mais quand il y en a peu et qu'elles sont possiblement enlevables chirurgicalement, on le fait. Alors, les métastases peuvent être assez rondes et bien limitées, mais elles ont souvent quelque chose au centre qui est particulier. Elles sont déprimées au centre, contrairement à des lésions bénignes. Toujours pour la même raison, la partie centrale est masse vascularisée. L'angiogénèse y est moins bonne, donc les cellules se nécrosent, donc vous avez une déprime. Ça donne une ombilication centrale. On a vu l'extension lymphatique, qui in fine devenait hématogène. On a vu l'extension hématogène avec ces 4 types. On va voir maintenant le 3e type d'extension, qui est l'extension cavitaire. Évidemment que si vous avez des cellules tumorales qui tombent dans les cavités séreuses, la plèvre, les méninges, le péritoine. Alors, plèvre et péritoine sont bien sûr les localisations importantes, mais n'oubliez jamais le liquide céphalorachidien. C'est pour ça qu'on suit parfois par des ponctions lombaires et qu'on peut faire de la chimiothérapie intratécale. Dans les canaux, vous avez les voies urinaires. Même le tube digestif peut en être un, c'est-à-dire que par la voie du canal des tubes digestifs, on peut en avoir. Les articulations, les canaux biliaires, donc ça, c'est les principaux endroits où la tumeur peut tomber et s'étendre par ce biais-là. Elle envahit un des feuillets, elle tombe entre les 2 feuillets, elle prolifère et vous avez une extension de proche en proche. Alors, le cancer de l'ovaire donne des carcinoses péritonéales, c'est bien classique, le cancer de l'estomac aussi. Voilà une image d'une infinité de petits nodules dans une pièce d'omentectomie. Ça peut être des tumeurs volumineuses, ça peut être un essaimage de toutes petites lésions nodulaires. La tumeur peut aussi s'y rompre à défaut de sans l'envahir petit à petit. C'est aussi le cas des tumeurs sous tension, notamment des tumeurs de l'ovaire, qui sont parfois à croissance rapide, partiellement kystiques, et qui peuvent se rompre dans la cavité, entraînant des catastrophes locales.
L'implantation y est particulièrement favorable dans le péritoine et la plèvre en raison de critères anatomiques, hein, la partie déclive, ça tombe, et puis de la stase. C'est pas, déjà le sang circulant, les cellules tumorales partent en voyage, mais sont capables de se thromboser et de s'arrêter. Alors dans une cavité qui sédimente et qui est statique, c'est bien sûr un milieu qui est favorable. Ça donne des protocoles quand on opère ces gens-là, parce qu'on va savoir où aller chercher et faire du picking, c'est-à-dire même quand on ne voit rien, on sait que dans la cavité péritonéale, si on a une tumeur maligne, on peut avoir des localisations de cellules tumorales. Donc quand par exemple on fait un bilan célioscopique de tumeur de l'ovaire, on va prendre à certains endroits, coupole diaphragmatique droite et gauche, les cul-de-sac vésicaux, etc. On a un protocole et on sait où on fait plein de petits prélèvements qu'on nous envoie pour voir si on trouve des